Madame la Première ministre, tout le monde doit publier ses avoirs. Comme ça, nous savons suivre le rythme d'accumulation des actifs. Parce que dans les recouvrements fiscaux, les signes extérieurs de richesse sont des indices qui peuvent nous pousser à faire asseoir l'impôt. Donc, nous avons validé déjà ces décrets au niveau du Conseil des ministres. Et il y a un deuxième décret sur les hydrocarbures qui a été validé. Et les amis de la Banque mondiale ont affirmé hier que suite à cet effort du gouvernement de réformer en moins de 6 mois, d'adopter des mesures contraignantes qui transforment la gouvernance, la Banque mondiale doit ajouter un appui de 100 millions de dollars si les deux mesures sont publiées au journal officiel de la République avant la fin de ces mois ici. Donc, de belles perspectives pour notre économie. Un mois d'avril qui tombe à pic, des appuis de plus de 600 millions attendus au mois de mai, quoi de plus normal. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ce dont notre pays a besoin? Est-ce que la Banque mondiale, les FMI, développe les pays? Mais ce n'est pas leur boulot de développer notre pays. Ce n'est pas leur boulot de développer l'Afrique. Leur boulot, c'est de nous conseiller à mettre en œuvre des politiques économiques qui vont développer le pays, notre pays. Et c'est nous qui devrions faire les choix de ces politiques en cohérence en tenant compte des objectifs macroéconomiques que nous nous assignons. Et de respecter les engagements que nous prenons et de rester disciplinés et rigoureux dans les choix des politiques publiques que nous mettons en œuvre. La cohérence de l'action publique, c'est ce que nous voulons instituer dans notre pays. Les académiciens et le monde de décideurs. Parce que nous ne sommes pas des génies comme les sachants et les savants qui sont ici. Nous essayons de mettre en œuvre, tant soit peu, les appréhensions, hypothèses et postulats que nous avons appris, mais également en se faisant entourer de certains qui nous accompagnent. Mais nous sommes assoiffés d'être accompagnés, d'être soutenus par les savants et les sachants qui sont ici. C'est vous les experts et pas nous. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Un panorama de ce que nous avons comme problème et défis, de ce que nous avons comme effort orienté du gouvernement, de ce que nous avons comme résultat que nous avons sur le terrain, de ce que nous avons comme risque. Vous faites l'honneur de ce gouvernement en vous prononçant haut et fort pour l'école de la croissance endogène dont je suis le chef de file en RDC. Toutes vos idées sont les idées que j'ai développées dans toutes mes publications. J'en ai plusieurs publications, je n'ai rien ajouté. Vous êtes sur les 3 chemins. Que vive la science, que vive l'école de la croissance endogène en RDC. J'ai dit et je vous remercie. J'ai profité de l'occasion pour commencer à remercier M. Nettoyeur pour l'avoir donné cette avis. Et aussi M. le Président pour avoir permis que cette conférence puisse avoir lieu et que nous puissions avoir la possibilité d'échanger face à ce qui nous gère à chez les Guermands. Monsieur le ministre, merci beaucoup et je tiens à vous remercier pour la seconde fois, de manière à ce que vous avez permis d'échanger avec nous. Mais je voudrais revenir sur les éléments. En ce qui concerne la fragilité de notre économie, nous le savons bien, et l'économie est fragile parce qu'elle est essentiellement extravertie et que nous exportons chaque jour les chaînes de valeur quant à ce qui concerne nos productions prises. Ça, c'est un élément. Il faut faire des efforts pour arriver à renverser. Deuxième élément, il y a une faiblesse dans la mobilisation de recettes. Vous avez parlé plus précisément de la TVA, mais je vais vous affirmer, après des enquêtes menées ici et là, et la plupart des opérateurs économiques et commerciaux de notre système économique n'impriment pas de valeur à l'intention des acheteurs. Vous pouvez circuler, vous en serez convaincus. Car cela ne tient
avez doué les prouesses que vous réalisez. Nous en sommes conscients parce que nous sommes dans un état de cœur et la situation est très visible. Malgré cet état de choc, vous êtes en train de vous en tirer. Mais il y a essentiellement un élément que je voudrais soulever. Vous ne vous occupez pas des gens qui vous ont donné toutes ces connaissances, notamment les professeurs d'université. Vous êtes ici, vous travaillez, si vous avez réussi à tenir debout assez plus d'une heure, c'est parce que vous travaillez bien et que vous êtes bien payé. Malheureusement, ou à l'inverse, les enseignants qui vous ont donné toutes ces connaissances sont payés en monnaie de change. Je voudrais dire que tous les professeurs ici sont sous-payés. Et parmi eux, il y a même plus de 100 professeurs qui ne sont pas mécanisés. Et on fait des efforts auprès du gouvernement pour obtenir la mécanisation sans succès. Et pourtant, vous assistez chaque fois au Conseil du ministre. Je voudrais vous demander si vous vous sentez à l'aise de vivre ces situations où on trouve assez de professeurs sous-payés et non payés qui se mettent tous les jours debout devant les milliers d'étudiants pour communiquer cet avoir tel que vous venez de nous démontrer. Merci, j'ai terminé. Basé sur l'agro-pastoral. Veuillez vous présenter. C'est le professeur Léopold Manfongo, faculté de médecine vétérinaire. Ici, nous avons eu tendance à oublier le secteur agro-pastoral. Le grand problème du Congolais, c'est manger. Si nous résolvons le problème de manger, je crois que nous n'aurons pas de critiques, beaucoup de critiques. Ici, j'ai épinglé le fait que la production locale est combattue par les importations. J'ai lu un scan de la Banque mondiale. On estime à 23 milliards par an de devises qui sont parties pour importer du riz, des pieds de poule, des pieds de viandon, etc., etc. Et pourtant, nous avons, comme le président de la République l'avait dit, 88 millions de terres arabes capables de prendre en charge 40 millions du bétail. Ça, il ne faut pas obliger. De l'autre côté, nous avons les plantes d'exportation. Qu'est devenu le café? Qu'est devenu la canne à sucre? Qu'est devenu le verja? Qu'est devenu le cacao? Etc., etc. Et aussi, le grand problème, c'est que le peuple doit non seulement manger, mais doit aussi avoir des revenus de sa propre production. Donc là, il y a aussi un problème de voies et de dessertes agricoles. Le fleuve est là avec ses 14 affluents, sans compter les sueurs, embouchures, océans et fleuves. Lorsqu'on peut rendre navigable tous ces cours d'eau, on aura résolu en grande partie le désenclavement. Le pêcheur de Mahagi, je l'ai vu, ils ont produit suffisamment de poissons, mais du fait de ne pas avoir accès au marché, d'équité, ils ont commencé à utiliser ces poissons qui étaient chez eux comme des combustibles pour préparer à manger. Tout droit vers la question. Je dis ça, mais c'est pas une question que je suis en train de suggérer. Gestion, oui. C'est ça à résoudre le problème de la famine. Elle fait partie des objectifs de développement durable. Et je reviens maintenant à l'investissement. L'investissement, les pays investisseurs sentent la capacité de l'investissement au niveau. Je m'incline devant la mémoire de nos frères qui meurent dans l'Est du pays. Et je pose ma question, monsieur le ministre. Oui, je suis étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis monsieur Moukouba Bokola Manfredi, étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Comment les chocs sécuritaires impactent-ils sur les finances publiques et quelles sont les mesures que peuvent être mises en place pour renforcer la résilience économique dans ce contexte? Plus particulièrement concernant la situation qui sévit dans l'Est de notre pays, où nos frères et sœurs sont tués jour et nuit. Et monsieur le ministre pourra répondre. Merci. Merci. Je m'appelle Béatrice Lossama, étudiante en L2 gestion financière en faculté des sciences économiques et de gestion. Excellence, monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir disposé de votre temps pour venir
nous aider, nous les jeunes, ou soit venir nous faire comprendre, nous les jeunes, en nous montrant les différentes stratégies que vous avez mises en place, non seulement pour stabiliser, l'agroéconomique, mais aussi pour nous aider. Tolérance. Mais aussi la gestion. Tolérance, mademoiselle. Petite préoccupation, monsieur le ministre. Ma première question est de savoir de quel dividende de la jeunesse montante peut tirer de votre passage au ministère de Finances. Et la deuxième question, par curiosité, j'aimerais savoir de quel courant de pensée appartenez-vous en tant qu'économiste? Voilà. Merci infiniment. Question pertinente. Non, je ne vous ai pas pris la parole. Non, vous n'avez pas à prendre le... Non, je ne vous ai pas donné la parole. Maintenant, attendez, souffrez que je donne la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre. Ça fait déjà 6 questions. Il faut éviter qu'il soit congestionné. D'accord? Et donc, il va d'abord répondre à la première salle de questions et on pourra prendre peut-être 2. Tout au long de mon exposé, je n'ai fait parler de l'interventionnisme de l'État et que j'ai terminé par dire et répéter 3 fois croissance économique endogène. Donc, je crois profondément que dans une économie comme la nôtre, l'État est le dernier rempart pour venir investir et créer les conditions des externalités positives. Il n'y a pas 1000 solutions. Je n'ai pas la qualité, moi, comme l'a fait le prof Foya, et contester la pensée libérale. Je crois que toutes les pensées concourent à des formulations de politiques économiques qui vont construire différentes nations face à des chocs bien précis, à des périodes et des époques qui divergent d'un pays à un autre. Mais pour notre pays, je suis tenté de croire qu'il faut que l'État joue encore davantage un grand rôle, qu'il investisse et que cet investissement public crée des conditions de l'investissement privé pour inciter et que de ces cercles pourrait être impulsée une croissance endogène qui va sortir les gens de la misère et de la précarité. Parce qu'aujourd'hui, toute notre production est exportée à l'état brut sans valeur ajoutée. Alors, quel est le miracle? De l'autre côté, on dit que les pays, le Congo a des risques de corruption, le Congo a un tel risque. Des investisseurs hésitent, d'autres viennent, alors que le pays offre des conditions meilleures que beaucoup. Dans ce contexte, l'État et l'État. Donc, je crois que j'ai répondu à madame qui a posé la question à mademoiselle. Je crois dans la croissance économique endogène et dans ses vertus et son succès. Dans les différents pays, à des époques bien déterminées, que ce soit, je vais prendre la grande puissance, lorsque le président Obama arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est un programme massif d'investissement public qui cible des secteurs porteurs de croissance, ce qui impulse la dynamique de la croissance économique et qui ressort le pays de la crise financière, combinée à une politique monétaire de l'assouplissement quantitatif qui était mise en œuvre par la Fed. Et on a les résultats qu'on avait réalisés en termes de création d'emplois et distribution des revenus. Je crois en cette politique et je pense que nous allons dans la bonne direction. Dividende pour la jeunesse. Mais la jeunesse fait partie de notre population, 50% de notre population.
lorsque nous stabilisons les cadres macroéconomiques, ça veut dire un bien qu'on a acheté en 2024, je prends un bien qu'on a acheté en 2021, c'est un exemple. Si en 2021, en janvier, un bien était à 1000 francs, les taux d'inflation, la dépréciation de la monnaie a perdu environ 39% de sa valeur de cette période à la période la plus récente, en juin 2024. Les mêmes biens qui étaient achetés à 1000 francs congolais, est-ce qu'ils pourraient être achetés à ces prix-là? Non. Alors, lorsque le gouvernement stabilise en conjoncturel les cadres macroéconomiques, les premiers bénéficiaires, c'est les 50% de notre population qui ne vont pas payer un impôt supplémentaire dit à la dépréciation de la monnaie et dit notamment à la formation des prix intérieures. Donc, les premiers bénéficiaires, c'est la population congolaise et notre jeunesse. Maintenant, s'il faut que nous parlons des programmes spécifiques du gouvernement qui ciblent la jeunesse, il y en a autant que je n'ai pas abordé ici. Déjà, c'est vendredi en conseil, nous allons valider les différents décrets sur les startups, les labels, sur toutes les mesures incitatives qui vont être données à notre jeunesse pour stimuler l'entrepreneuriat, promouvoir la création des emplois et la création d'entreprises. Il y a tant d'autres. Parmi nos jeunes les plus âgés aujourd'hui, nous consolidons la gratuité de l'enseignement primaire. Nous assurons désormais, au-delà de payer les rémunérations des enseignants des primaires dans les délais, dans les meilleures conditions, que la qualité de l'enseignement soit améliorée. Que deviennent toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance que nous avons eu de passer par ce chemin de l'école? Si nous pouvons garantir en tant que gouvernement l'accès gratuit à l'éducation aux plus âgés, aux moins âgés d'entre nous, nous constituons demain un pays prospère et un pays d'avenir. Autant de projets, je ne vais pas citer les nombreuses actions que le gouvernement a menées, ciblant les jeunes en créant le fonds de garantie. Je m'interdis, je préfère rester dans la logique de la présentation qui a été faite ici sur la situation du cadre macroéconomique. Les premiers bénéficiaires, c'est les 50% de la population qui vont moins payer un impôt supplémentaire dit à la formation des prix intérieurs. Alors, une question est venue de mon cher Freddy, la faculté des sciences économiques, sur les chocs sécuritaires et les contraintes sur les finances publiques et que faudrait-il faire pour la résilience de notre économie. Je crois que c'est l'exercice auquel nous nous sommes donnés ce matin en disant bonne coordination conjoncturelle des politiques, bonne coordination des politiques conjoncturelles, rigueur, discipline, réforme et meilleure qualité de la dépense publique. C'est ce qu'il faut faire pour continuer à garantir une stabilité relative du cadre macroéconomique. Et la question était celle de savoir à quel degré le choc sécuritaire bouscule-t-il la situation des finances publiques. Je l'ai dit, la situation des dépenses liées aux opérations sécuritaires est couverte par les sceaux du secret défense, mais je peux vous dire que c'est énorme comme ressources qui sont disponibilisées pour financer la situation de la guerre à l'est de notre pays, et qu'aujourd'hui, nous avons la crainte que sans discipline et cohérence, il pourrait y avoir un effet d'éviction sur les investissements. Or, dans ce que nous croyons, nous pensons que nous devons investir, et investir pour toujours. Les profs Moulumba a parlé du secteur agro-pastoral, de la production locale. Là aussi, dans des conditions qui sont les nôtres. Les codes de l'agriculture, avec son fameux problème de l'article 16, si je ne me trompe pas, sur la loi, sur les terres.
et toute cette fiscalité que nous avons dans ce pays, qui pourrait venir investir si l'État ne crée pas des conditions? C'est ça le rôle de l'État. Pourquoi j'insiste? C'est le rôle de l'État. Et comme John Maynard Keynes disait, l'effet multiplicateur des dépenses publiques d'investissement est plus que celui sur la baisse des impôts. Ça voudrait dire, moi je ne crois pas qu'en baissant les impôts dans d'autres pays ça fonctionne, où l'offre intérieure est dynamique, où il y a des entreprises qui produisent, c'est cohérent. Dans le pays qui est le nôtre, est-ce qu'en baissant les impôts, on résoudrait les problèmes? Aux États-Unis, le président Kennedy l'a fait avec les membres de l'école de Chicago. Ils ont baissé des impôts, ils ont soutenu la croissance, ils ont redonné des revenus, les gens ont consommé, ça a relancé la croissance économique. Oui, mais c'est dans un pays où l'offre intérieure est dynamique. Une économie tournée vers l'extérieur, où tout l'essentiel que nous importons, c'est l'extérieur que nous emmenons, et où la production qui constitue l'essentiel de notre croissance est exportée sans aucune valeur ajoutée. Dans un pays comme celui-là, il faut un rôle accru de l'État pour créer des conditions qui vont inciter l'investissement. Et le gouvernement a une politique qu'il a adoptée dans le cadre de la mise en œuvre du programme PDS 145 territoires. Une troisième composante est prévue qui va concerner la création des chaînes de valeur dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-pastorale et de l'industrie. Pourquoi j'y renchéris en disant, moi je crois qu'il faut que l'État intervienne et crée des conditions d'incitation. Nous avons un cas pratique, nous avons pris un décret dans notre pays, au sein de notre gouvernement, un décret portant allègements fiscaux et rabattement des droits de douane pour un certain nombre de biens d'importation. Une bonne mesure qui a aidé à stopper, envoler les prix sur le marché pour un certain nombre de biens. Mais ce décret a connu et a soulevé un autre problème parce que l'industrie de l'huile de palme aujourd'hui est au bord de la faillite, parce que ceux qui produisent l'huile ici, ils produisent par exemple un litre d'huile au prix de revient à 1000 francs. Ceux qui importent, avec les allègements douaniers qu'ils ont obtenus, ils font entrer à Kinshasa l'huile à 800 francs. Les consommateurs feront quel choix rationnel? Ils vont aller acheter celui qui a importé à 800. D'où la nécessité de mettre en cohérence l'ensemble des politiques économiques du gouvernement pour nous focaliser sur l'offre intérieure. Donc, et le gouvernement a plusieurs programmes qui vont aller dans ce sens, dans le cadre du PEDEL, mais également au sein du ministère du développement rural, 3 programmes sur les multiplicateurs agricoles, 2 programmes sur les pistes agricoles et l'énergie vont soutenir cette dynamique. Mais je crois qu'il est important que les scientifiques, que vous êtes les professeurs et illuminés, puissions avoir le courage, parce qu'au gouvernement, il y a la contrainte entre notre population qui est victime d'une agression et qui ne veut pas que des mesures législatives soient prises exposant davantage les pays. Par exemple, les fameux articles 16 sur le code agricole, le code de l'agriculture. Il faudrait que les scientifiques réfléchissent pour proposer au gouvernement une demi-mesure. Comment nous faisons pour attirer les investisseurs étrangers en gardant nos terres? Mais comment quelqu'un peut venir investir 1 milliard si vous lui dites que la terre ne lui appartient pas à tout, 51% doivent appartenir aux Congolais? Il faut des demi-mesures qui doivent être proposées par les scientifiques. Comme ça, le gouvernement porte des mesures législatives pour que nous puissions changer. Tant que nous n'avons pas fait ça, et nous avons eu un code de l'agriculture qui incite à l'investissement, d'autres pays ont rendu ces secteurs-là sans impôt sur les bénéfices pendant 10 ans pour soutenir la production locale.
et satisfaire à la demande et mitiguer les risques qui sont les nôtres. Donc voilà ce que je pourrais répondre. Oui, notre économie, est-ce qu'elle est fragile? Fragile par rapport à l'ambition que nous devons porter. Fragile parce que les problèmes tels que le professeur Kabeya l'a dit sont d'ordre structurel. Ce que j'ai expliqué ici, c'est la conjoncture. Il faut maintenant aller dans des mesures de la diversification de l'économie qui vont changer la structure de notre économie. Et ça, c'est pertinent. Et je m'amuse à dire toujours à certains de mes collaborateurs, la diversification de l'économie ne devrait pas être un chapelet de bonnes intentions. Nous devons agir pour poser les actes de la diversification de l'économie en mettant en œuvre des programmes du gouvernement qui vont répondre à ces besoins en créant des chaînes de valeur qui vont soutenir une croissance encore endogène et qui est propre. Faiblesse dans la mobilisation des recettes. Cette assertion, moi je pourrais mieux la reformuler en disant nous avons une faiblesse dans la collecte de tous les potentiels fiscaux que nous avons. Oui, formulé de cette façon-là, je dis oui. Nous avons un déficit par rapport au potentiel fiscal que nous avons. Ça, c'est quel pays où l'essentiel de la pression fiscale est supportée par 300 quelques contribuables. C'est pour cette raison que le gouvernement a mis en œuvre la réforme sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP, et la réforme sur l'impôt sur les sociétés, dont un calendrier a été déjà présenté au Conseil, parce qu'adopté par l'ancien gouvernement, et nous allons dérouler pour élargir l'assiette fiscale par l'inclusion financière et les nouvelles technologies de l'information, intégrer dans les secteurs entre guillemets formels, les entreprises qui sont encore dans les secteurs informels. Là, je vois le professeur Kabi avec l'économie du développement, pour mieux comprendre que chaque environnement a une économie distincte. L'économie de Kiseso n'est pas celle de la Gombe. Et lorsqu'on augmente par exemple les salaires d'un militaire et d'un policier, quel est le premier besoin du militaire et du policier? C'est manger, scolariser les enfants. Peut-être s'il a un terrain à Malmokou en Célé, acheter quelques tôles chez Famco, et quelques barres de fer et quelques sacs de ciment au Congo central et construire sa maison. Si on double les salaires du ministre, les premiers réflexes du ministre, c'est mettre à l'abri son argent. Ça veut dire chercher comment investir à Dubaï, investir à Paris. On n'a pas le même problème. Donc il faut, malheureusement, c'est comme ça que nous soutenons que les augmentations des salaires, des revenus, soient accordées aux populations qui vont consommer en aidant à ce que l'offre intérieure puisse être améliorée. Les professeurs des universités non mal payés, non payés, sous-payés. À part ceux qui sont dans les gouvernements et les institutions, je crois que toutes nos catégories professionnelles ne sont pas bien rémunérées. Ce n'est pas simplement les professeurs, mais toutes nos catégories. C'est un problème qui n'a pas commencé maintenant, qui commence depuis des années, mais il faut regarder la volonté que le gouvernement a. Et nous venons d'arriver, je pourrais dire, la volonté du président de la République, chef de l'État. On a tous des parents, enseignants, oncles, tantes. On se rappelle comment nous faisions des cotisations pour accompagner nos parents lorsqu'ils étaient soit malades ou lorsque l'Éternel les rappelait auprès de lui. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Je parle sous le contrôle du prof Lubo. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Nous ne cotisons plus. L'État a honoré nos enseignants
en souscrivant une assurance qui permet aujourd'hui que nos enseignants soient pris en charge, nos professeurs soient pris en charge. Pas seulement nos mères qui les accompagnent, qui souffrent des heures nocturnes où les professeurs sont obligés de les abandonner, aller au salon, dans les bibliothèques pour étudier. Le gouvernement y a pensé. Et y compris un nombre de relatifs, 1 ou 2 enfants moins âgés. Est-ce que cela a résolu tous les problèmes de nos enseignants? Non. Je crois qu'il faut que tous nous puissions travailler pour améliorer le niveau de la collecte du potentiel fiscal qu'il y a dans notre pays. Ainsi, nous allons aligner nos rémunérations en fonction du niveau de revenus. Dans les conditions actuelles et face au choc sécuritaire que nous subissons, je crois qu'il serait de l'ordre de la démagogie de prétendre une orientation qui va aller dans le sens d'améliorer les niveaux de rémunération pour toutes les catégories professionnelles de la République démocratique du Congo, en mettant en premier la catégorie de nos enseignants qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes. Mais le gouvernement est conscient qu'il y a des efforts supplémentaires à mener et s'engage à ce que les discussions que nous avons eues à Libois soient déroulées et matérialisées de manière progressive en tenant compte de la situation de la guerre que nous avons dans notre pays. Donc ensemble, conjuguons des efforts pour que cette guerre se termine et que nous soyons en mesure de répondre aux défis de notre peuple. Notre peuple veut se nourrir, notre peuple veut se vêtir, notre peuple veut scolariser ses enfants, notre peuple veut se soigner. Et c'est dans cette optique-là que les investissements publics sont un moteur essentiel de la politique économique actuelle du gouvernement que nous sommes en train de mettre en œuvre. Merci. Il nous dit qu'il nous a accordé, avec certainement notre tutelle, l'assurance santé pour les professeurs. Aujourd'hui, et cette année, on a élargi à nos épouses. Et il y a aussi l'assurance obsèque qui s'est élargie aux épouses et aux enfants mineurs. Je pense que ça mérite des applaudissements parce que le deuxième sentiment que j'ai, c'est la reconnaissance. Et je voudrais annoncer à toute la communauté universitaire que le ministre des Finances n'est pas venu bredouille par rapport à la demande de la Pékin concernant la construction de notre bâtiment. Et il nous a amené un chèque assez important. Et je vous demande aussi de l'applaudir. Donc, ce bâtiment va se terminer à cause de cette contribution, parce qu'avant lui, beaucoup d'autorités nous ont trompés. Et revenant à la conférence, il y a une petite observation. Je voudrais d'abord dire à son Excellence, Monsieur le Ministre, que j'ai bien suivi, mais laissez-moi jouer mon rôle de syndicaliste. Nous sommes le 3 avril, les professeurs, les SU en général, on n'a pas encore touché les salaires du mois de mars. Et je sais qu'avec votre force, la banque centrale peut être instruite et faire quelque chose. À cela s'ajoute aussi tout ce qu'on a dit pour l'accord de Libois, notamment les 3 mots que vous aviez déjà commandés. Si on peut vraiment aller de l'avant pour que cela soit ordonnancé et que vous le mettiez, comme vous avez vu la fois passée, en procédure d'urgence. Oui, le président Mobutu disait Bali est un cadre macroéconomique. On ne demande pas le cadre macroéconomique pour dire que la croissance vantée est parfois réelle, ne peut être vraie croissance que lorsqu'elle se répercute dans l'assiette, dans la casserole de la ménagère. Et ici, je voudrais vraiment que cela soit ressenti
par tous les Congolais, parce que nous avons l'impression qu'on a un pays à double vitesse. Nous apprenons que pour les députés, on a encore ajouté. Alors, je vais m'arrêter là pour vous appuyer à faire ce que vous avez dit, la répartition équitable du revenu national. Merci. Nous voyons plus loin, nous voulons renforcer la politique d'exploitation des chaînes de valeur locales vers la diversification de notre économie. Et ce serait la base structurelle sur laquelle il faille construire, peu importe comment nous voyons l'avenir du pays. Et là, je crois qu'il a eu raison. Nous pouvons lui adresser nos félicitations à nous tous de manière vive, je le fais moi-même. Et je voudrais dire toute mon agréable surprise de l'avoir écouté, de l'avoir entendu. Et je crois que cette surprise est partagée dans cette salle. Oui. Monsieur le ministre, merci infiniment. Et que j'ai terminé par dire et redire, répéter 3 fois, croissance économique endogène, croissance économique endogène. Donc, je crois profondément que dans une économie comme la nôtre, l'État est le dernier rempart pour venir investir et créer les conditions des externalités positives. Il n'y a pas 1000 solutions. Je n'ai pas la qualité, moi, comme l'a fait le prof Foya, et contester la pensée libérale. Je crois que toutes les pensées concourent à des formulations de politiques économiques qui vont construire différentes nations face à des chocs bien précis, à des périodes et des époques qui divergent d'un pays à un autre. Mais pour notre pays, je suis tenté de croire qu'il faut que l'État joue encore davantage un grand rôle, qu'il investisse et que cet investissement public crée des conditions de l'investissement privé pour inciter et que de ces cercles pourrait être impulsée une croissance endogène qui va sortir les gens de la misère et de la précarité. Parce qu'aujourd'hui, toute notre production est exportée à l'établi sans valeur ajoutée. Alors, quel est le miracle? De l'autre côté, on dit que le Congo a des risques de corruption, le Congo a un tel risque. Des investisseurs hésitent, d'autres viennent, alors que le pays offre des conditions meilleures que beaucoup. Dans ce contexte, l'État est l'État. Donc, je crois que j'ai répondu à madame qui a posé la question à mademoiselle. Je crois dans la croissance économique endogène et dans ses vertus.